comparer un peu PWP à ce qu'on obtiendrait avec un glaçon qu'on a pris dans une grande étendue de neige. On en fait un glaçon, on l'emporte avec soi, on peut le lire offline. Et le côté génial, c'est qu'on peut le rejeter et ça redevient un flocon de neige. Et on peut à nouveau naviguer dans l'étendue du web. Moi, j'ai juste une première question. Vous avez dit, Yvan, tout à l'heure, qu'il y avait une tension entre le monde du web et le monde du livre, une tension naturelle. Il y a des auteurs qui travaillent sur du design de livres. Est-ce que vous pensez qu'on pourra les inclure dans ce mouvement qui va faire une sorte d'hybride entre le design du livre et le design du web pour qu'on puisse passer d'un état à l'autre facilement? C'est ce que j'espère. C'est très difficile parce que les traditions sont très différentes, parce que la culture est différente. C'est difficile à quantifier, mais c'est une culture d'action qui est différente, et donc ce ne sera pas évident. Mais c'est ce que j'espère, qu'à la longue, il y aura une convergence. C'est un peu une question de marché aussi, pour être tout à fait sincère. S'il y a un marché pour ça, si, par exemple, les éditeurs se tournent vers le monde de web application d'une manière plus proactive, à ce moment-là, pour eux, c'est un marché. Si c'est un marché, ben on s'adapte. Donc, il y a ça. Ce qui est, d'un certain sens, peut-être plus compliqué, c'est l'autre direction. C'est d'avoir une influence de la part des éditeurs sur la façon dont les sites web sont créés. Parce qu'aujourd'hui, c'est très chaotique, c'est pas très bien fait, souvent. L'ergonomie de beaucoup de sites sont exécrables. Je m'excuse, mais c'est comme ça. Et donc, il y a toute cette tradition des éditeurs d'esthétique et d'autres qu'il faudrait y apporter. Et là, c'est beaucoup plus difficile, justement, parce que les éditeurs, je ne veux pas dire, on s'en fout un peu, quoi. Donc, il y a de ça. Et j'ajouterai peut-être un commentaire. Je pense que c'est pas si simple que comparé à l'édition de livres web ici, l'autre côté, parce que pendant les 20 ans du web, les éditeurs web, les développeurs web ont fait les mêmes erreurs dans ce format fixe, comme si c'était l'impression, et maintenant c'est cette question de mobilité, et c'est ce que Mike a dit ce matin, c'est un changement de paradigme de design visuel qui accélère la mobilité, et normalement c'est les apps natifs, souvent c'est le design responsif. Le responsif c'est relativement récent, et il y a beaucoup de sites web comme PDF marche pas bien sur mon téléphone, et j'imagine que c'est le cas pour vous parce que c'est les sites web fixes. Et donc c'est pas une question de dire le monde du livre doit évoluer vers le monde du web avec tout l'apprentissage du web, mais c'est plutôt les éditeurs traditionnels et les développeurs web ont besoin d'évoluer ensemble vers le mobile, vers les designs responsifs. Et je pense que les livres, peut-être, ils ont un petit avantage puisqu'ils ont l'habitude de faire du reflow avec les textes. Donc, c'est d'aller au-delà de la direction artistique, de créer une page. Et je crois que l'ensemble des designers web together work to invent this new paradigm. It won't be easy, but it gives me hope that it's emerging into the future, not a tug of war between two paradigms. On va aller tous les deux, et je ne pense pas qu'il y a de Question? Yeah, no, pas problème. They can understand it and I can hear the translation. Je voudrais abonder dans le sens d'Yvan. Les deux communautés sont relativement différentes et elles ont beaucoup de choses à gagner l'une de l'autre. Mais malheureusement, elles ne discutent pas nécessairement très bien ensemble. Et au cours des années, on a vu qu'on aurait pu franchement améliorer ça. Je voudrais prendre un exemple là-dessus. C'est une fonctionnalité qui n'est pas extrêmement liée au livre électronique, enfin au livre plutôt, mais c'est un domaine connexe qui est le domaine du magazine. Et on n'en est pas loin du tout. Il y a certains d'entre vous dans la salle qui sont certainement à cheval sur les deux. Dans le magazine, il a fallu attendre que Adobe
et le National Geographic viennent faire des propositions dans le CSS Working Group pour que les navigateurs, peut-être éventuellement, si jamais on nous pousse très fort, acceptent de faire enfin des coulées autour d'images, ce qui est vraiment la base de la base de la base de la publication, fasse des régions, fasse des coulées et des flots entre régions d'un document, ce que tout le monde fait, à la fois dans le livre et dans le magazine. Donc, si vous n'êtes pas là, vous présents dans la salle, n'êtes pas là pour taper très fort à la porte des vendeurs de navigateurs, les créateurs de navigateurs, les navigateurs, le noyau des navigateurs étant intégré dans tous les reading systems d'EPUB, vous n'avez pas les fonctionnalités dont vous voulez disposer à l'intérieur de vos lecteurs. Le seul moyen, c'est du lobbying, qu'il soit dans ce sens-là, ou qu'il soit dans l'autre sens, nous, gens du web, pour vous demander à vous, gens de la publication, d'être plus vers le web et d'avoir une convergence plus agréable qui permette, par exemple, de mettre un livre électronique sur un site web et pof, on y arrive sans avoir de code autour pour l'ouvrir et le naviguer. Donc, je vous engage tous à vraiment continuer, initier, voire continuer le lobbying. Il n'y a que ça qui peut fonctionner. Si vous ne pouvez pas faire ça parce que vous manquez la couche technologique pour le faire, vous avez clairement des fournisseurs d'applications, qui soient Microsoft, qui soient Adobe, qui soient d'autres, vers qui vous retournez pour exiger les fonctionnalités qui vous manquent. Et ça, tôt ou tard, ça arrivera à notre table. Et à notre table, nous, on le fera avancer. Merci. Yes, hi. Bonjour. My question's for Yvon. Ma question pour Yvon. It's too confusing. Trop confus. Est-ce que ça ne serait pas plus simple si PWP n'avait pas besoin d'être détaché d'une connexion Internet? Et pourquoi est-ce que vous avez décidé assurer que ça marche hors connexion? Comme j'ai dit, je suis un expert. Ça veut dire que je ne vis pas en France, mais je suis en France souvent. Ce qui veut dire que quand je viens ici, je ne peux pas être en ligne avec mon téléphone parce que ça coûte une fortune, un bras, une jambe. Et donc, je veux dire, c'est sympa de penser que je suis toujours connecté, mais la réalité est autre. Je ne suis pas toujours connecté. Je ne peux pas toujours être en ligne et je ne peux pas attendre à être constamment en ligne. Et je pense que c'est même encore plus vrai si je quitte l'Europe et je vais vers le sud. Et donc, le fait que dans certains cas, le lecteur est hors connexion, c'est juste une réalité. On ne peut pas l'ignorer. Pardon. Ça serait beaucoup plus simple si cet aspect n'était pas là, si ça ne faisait pas partie de la question. Mais c'est un luxe, on ne peut pas exiger ça. Et vous ne pensez pas que dans 5 à 10 années d'ici, le problème de la connectivité ne va pas être minimisé ou réduit? Juste pour vous donner un exemple que je vous donnais. Il y a plusieurs années, Nelly Cruz a déjà promis qu'il n'y aura plus de charge de roaming. Je crois que c'est 2015, la date butoir. Dans les 2016, il y a toujours les charges roaming, les coupures roaming. Donc, j'adorais être optimiste pour cela, mais je ne le suis pas. Mais le contraire, c'est... Vous me corrigez si je me trompe, mais... Vous imposez, vous obligez les exigences techniques sur les devices, les téléphones, etc., qui vont pouvoir calculer et présenter ces informations hors connexion. Vous avez tout à fait raison. Et c'est une question aussi d'accessibilité économique. Donc, il y a un compromis à faire. Oui, vous avez raison. Mais je ne crois pas que dans l'avenir proche, que c'est une situation sérieuse. Possible. C'est vrai aux États-Unis, au Canada et peut-être ici en Europe.
Et peut-être on va arriver, on va plus avoir les prix, les coûts roaming, mais je ne pense pas que ce sera le cas en Inde, par exemple, avec la population en Afrique, en Amérique latine. C'est comme ça. C'est aussi très important de garder en tête le fait que c'est critique. Ça dépend dans quel domaine on est. Si, par exemple, je lis un roman, c'est pas grave si je peux pas avoir chapitre 7 de J.D. Gray pendant quelques heures. C'est pas la fin du monde, c'est pas très important. Mais nous ne parlons pas uniquement de livres de ce genre. Nous parlons de tout genre de documents. Ça peut être utilisé dans une situation critique de mission, un pilote dans un avion militaire, les besoins d'archives, des choses dans ce genre-là. Et là, ce n'est pas une question, quelles sont les charges roaming. Il faut avoir un artefact qui est indépendant de son milieu et qui va continuer à fonctionner parce que c'est critique, c'est essentiel. Et tout à fait, je suis d'accord. Et c'est pour ça aussi que les gens utilisent les PDF. Même dans les environnements extrêmement connectés, on utilise. Et il y a une autre question, c'est une question de la vie privée. Vous connaissez les papiers Panama. Vous en avez entendu parler peut-être. Si ils avaient utilisé EPUB, on aurait pu l'analyser tellement plus rapidement. Mais en plus de ça, ces questions nécessitent de décentraliser le web. Et en partie, c'est d'avoir du contenu qui n'est pas toujours en ligne. Et donc, ce mélange entre hors connexion et en ligne permet d'avoir plus de vie privée quand les choses sont plus privées. Plutôt que d'avoir tout en ligne à tout le moment pour marcher. Est-ce que ça serait plus simple de ne pas le faire? Oui, mais puisque packagé est déballé, le hors connexion connecté, ça va toujours rester très important. Je me souviens quand on avait la question d'un ordinateur par enfant, cette initiative et les ordinateurs $100 allaient être disponibles pour les gens dans les régions pauvres. Et c'est le cas, c'est fait. Oui, c'est tout à fait disponible. Mais on les appelle les smartphones maintenant. Mais vous parlez des documents essentiels, par exemple, pour un pilote. C'est notre paradigme de générer les contenus éducationnels, pédagogiques qui n'ont pas accès à devices qui ont l'ensemble des capacités, des possibilités qu'il faut pour pouvoir présenter et générer ce contenu. C'est ça que je veux dire. Merci. Quelque chose que j'ajouterais, c'est avec eux, il y a la bibliothèque maintenant, il y a un gros problème avec l'archivage de l'ensemble des livres électroniques. Il y a une discussion il y a plusieurs années. Et c'est est-ce que les éditions, c'est public ou statique? Et si c'est comme un site web où les gens peuvent changer du jour au lendemain, ça va être extrêmement difficile de référencer à plus tard dans le temps sur les informations qui étaient pertinentes sur le web il y a plusieurs années. Donc, il faut avoir ces versions fixes d'une date. Quelle est votre idée par rapport aux versions dans ces documents, dans les EPUB, etc. EPUB, parce que si vous voulez avoir la référence, et les choses changent dynamiquement. Il n'y a plus d'édition. On peut dire, bon, cette édition, cette page, ceci ou cela, une telle page. Si ça change de manière dynamique, ça va être très difficile d'avoir les versions. Oui, c'est presque une question complètement indépendante de l'UPWP. En fait, c'est une question générale par rapport aux versions d'un site web, par exemple, qui peut évoluer, qui peut changer parce que quelqu'un a ajouté quelque chose ou fait quelque chose. Donc, je n'ai pas vraiment de réponse pour ça. Maintenant, nous avons commencé
il y a quelques mois, un groupe de travail dans notre groupe d'intérêt sur les questions de l'archivage et quels sont les cas d'utilisation, quelles sont les exigences, les besoins d'un point de vue archivage et qu'est-ce que doit faire un PWP dans ce contexte. Donc, je n'ai pas la réponse. Nous sommes conscients de cette question. Une chose que nous avons fait et discuté déjà, c'est que quand on fait une copie d'un PWP et vous avez un nouveau adresse canonique quelque part, mais ce que nous avons aussi dit, que c'est les métadonnées qui sont là devraient peut-être avoir les informations de provenance, de date, etc., d'origine, minima, ou au moins une espèce de traçabilité vers les versions antérieures, par exemple. Donc ça, c'est l'ensemble des choses. Nous savons que c'est un challenge, c'est un défi à résoudre, et nous n'avons pas de solution aujourd'hui. Et le nous, ça vous inclut aussi, si vous faites partie de nous, quel groupe vous êtes, W3C, etc. Nous devons prendre les bonnes décisions par rapport à cette question. Et je pense qu'Yvan a tort quand il dit que c'est OK de travailler sur les adresses et pas sur l'identification. Moi, je pense que si nous ciblons EPUB, et que ça devient PWP pour tout genre de documents, tout genre de contenu, les DOI et les ISBN, qui sont vraiment faits uniquement pour des choses commerciales, ça ne marchera pas. Si moi je fais une présentation et je dis, je ne peux pas connaître un ISBN pour vos diapos, donc moi je crois qu'on va être obligé d'adopter quelque part l'identification et les versions aussi, peut-être pas le premier jour, mais je crois qu'à terme ça va être essentiel. Donc si ça compte pour vous, si c'est important pour vous, quand je parle de nous dans le sens large, aidez-nous à faire ce qu'on va faire. Et puis, est-ce que vous avez parlé de... Oui, je l'ai cité, oui. Il demande si on a parlé de le groupe de travail sur les archives. Et je voulais dire quelque chose d'évident. On doit se rappeler que du PWP, ce n'est pas une alternative à EPUB. On ne veut pas avoir deux. On va un seul contenu. Un PWP toujours en ligne, ça serait utile, mais on a toujours besoin d'un EPUB avec ses packages emballés. Et on ne va pas avoir deux choses différentes, on va avoir une source. Et c'est pour ça qu'au départ, c'était EPUB plus web, c'était pas l'un ou l'autre. Et oui, ils vont parler de ça pour illustrer ce que vous venez de dire, Bill. C'est l'idée avec PWP est que l'éditeur puisse choisir s'ils font l'un ou les deux. Donc, si je veux seulement éditer en ligne, je peux. Si je veux uniquement faire des artefacts portables, je peux aussi. Et si je veux faire les deux, pas de problème non plus. Mais ce n'est pas une obligation. Et la façon que j'arrive à ne pas trop me prendre la tête avec ça, c'est PWP. Et le papier qui a été fait par le groupe d'édition, qui a été coécrit par ces gars ici. Donc, c'est un projet, un coprojet, le joint. Et le groupe de travail, c'est un effort joint aussi, puisqu'il vient de l'IDPF. Je pense que PWP, je le vois pas comme c'est un idéal platonique, comme objectif. C'est cet idéal, c'est ce monde merveilleux à l'avenir. Nous, on va approcher comme on veut, en parlant aujourd'hui, mais et beaucoup de choses qu'on appelle PWP maintenant, ça va être EPUB 4, mais ça ne veut pas dire, on va peut-être à jamais atteindre cet idéal platonique, et l'idée de la perfection, c'est qu'on n'arrive jamais, mais c'est un objectif qui est identifié, ce n'est pas un engagement ferme que dans 3 ans ça va être fait, c'est une direction, et on ne définit même pas comment on va le faire. C'est comme ça que je le vois. Et quelque chose d'intéressant, c'est que quand Yvan a dit 2015 la présentation de ce papier, mais c'était pendant un événement qui s'appelle Livre dans les navigateurs, qui était un peu l'archive. Et donc, un peu ce problème d'archivage des sites web. Et ça, c'était reçu avec beaucoup de... très positif, cette idée, pendant cette conférence. Et je crois que Peter Polonic a dit, ça y est, c'est bon, c'est fait. Allez, faites-le maintenant, c'est parfait. C'était la dernière conférence. OK, il y en a un autre, en fait. En détail des charges, les efforts et les limitations de référence, etc. Et les composants de ça, ça m'intéresse de savoir, par le PWP,
Et je voudrais savoir où il y a intérêt en ce qui concerne les navigateurs Mozilla. Est-ce que les développeurs de navigateurs, est-ce qu'ils sont engagés, impliqués là-dedans? Ça m'intéresse de savoir, dans cette discussion, est-ce qu'il y a une traction, est-ce qu'il y a de l'énergie de leur côté là-dedans? Alors, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'intérêt de la part des développeurs de navigateurs. Ce n'est même pas le problème avec les développeurs de navigateurs. Je ne sais pas ce que ça veut dire quand je parle avec une personne qui travaille chez un navigateur, s'il représente vraiment la position officielle ou non, je ne sais pas. Je n'ai pas la moindre idée. Donc, la vérité, c'est que le gars qui a édité, qui a travaillé sur les service workers, par exemple, qui, comme j'ai dit, c'est exactement le cas d'utilisation pour nous. Il a utilisé ce terme, c'est hors connexion premier, c'est intéressant. Ça marche avec Chrome. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans Chrome? Peut-être quelqu'un d'autre sait. Moi, je ne sais pas. Et ça, c'est le problème dans ce cas-là. Donc, nous avons des communications assez sporadiques, les connexions sporadiques avec les navigateurs. Ils l'ont été, et je reconnais. Et si nous nous réfléchissons vraiment sérieusement qu'on doit évoluer de ce groupe d'intérêt, les discussions, vers quelque chose de plus concret, je pense que ce qui va être probablement une des choses les plus difficiles, c'est de vraiment de travailler davantage avec les développeurs de navigateurs. Ça, c'est quelque chose qui va être le challenge. Et je le reconnais. L'autre élément, moi, je pense que dans la première phase, on va voler le genre de limitation Iridium, donc pas au cœur du navigateur, mais une couche supérieure ou ajoutée par-dessus le navigateur. Et la question de savoir est-ce que le marché sera suffisamment important pour cela? Est-ce que ça c'est Iridium 2 ou est-ce que c'est intégré dans le navigateur, indépendamment de ça? Est-ce qu'il y a un grand marché? Si le marché est là, les navigateurs nous rejoindront. Et je suis d'accord, ça reste une question suspendue. Marc, vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Marc, vous avez dit les navigateurs qui doivent implémenter ça, et bien que c'est vrai, et je crois qu'il y a aussi quelque chose qui est important à préciser, c'est que personne essaie d'effacer le marché des systèmes les lecteurs dédiés. Nous ne savons pas, mais je pense qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui vont préférer un système dédié de lecture, que ce soit l'ergonomie, l'utilisation, les habitudes d'utilisation pour pouvoir lire leurs documents, leurs livres. Ce que nous changeons ici, c'est que l'utilisateur a un choix d'être avec un couche JavaScript dans un navigateur ou un device en hardware. Donc, et je vois pareil, mais je pense qu'on peut raisonner en regardant EPUB. Oublions PWP pour le moment. On regarde EPUB comme la deuxième génération de documents, de format de documents. L'ensemble des navigateurs traitent les PDF au jour d'aujourd'hui. Les 4 grands navigateurs traitent PDF. Ils sont intégrés dedans, dans l'OS, avec iOS ou OS X par exemple. Ils font partie de le système d'exploitation et les navigateurs, par exemple, avec les navigateurs Android et Windows. Et en ce qui concerne Chrome, il y a un lecteur PDF intégré dans Chrome, donc c'est juste une partie du web. C'est natif. Dans les navigateurs, c'était pas fait parce que les navigateurs, ils adoraient PDF. Ils ont dit, tiens, on va faire PDF parce qu'il avait besoin du marché, il avait la demande. Mais ça n'a pas enlevé la demande d'autres lecteurs PDF. Et je pense pas que la majorité des PDF sont lus dans les navigateurs non plus. C'est juste une façon de faire. C'est quelque chose, un outil, une fonctionnalité de plus que le navigateur
navigateur, puisque EPUB va être, et avec ces évolutions, en allant vers PWP, va être tellement plus léger pour navigateur. Mozilla n'a même pas réussi à faire leur propre solution PDF.js. Ils n'ont pas réussi à le faire dans Firefox. Je ne dis pas c'est parce que pourquoi Firefox n'a pas marché, mais la propre solution ne marchait pas sur la propre OS parce que c'était trop lourd. Mais EPUB dans un navigateur, mais c'est rien à voir. C'est incroyablement simple comparativement. Et donc pour moi, c'est juste un qui tombe de plus. Si on commence à faire des millions de documents EPUB plutôt que PDF, puisque c'est responsif, accessible, c'est évident que les navigateurs vont l'adopter. Mais ça ne va pas non plus effacer le marché, détruire le marché pour les lecteurs. Et donc, notre objectif est d'accélérer ce développement et sortir de ce paradigme de faire le poulet. C'est parce qu'il n'y a rien pour lire. Donc, je ne pense pas que la question est de forcer les navigateurs à le faire. Je pense que la façon de le faire, c'est d'avoir plus FireReader et ses successeurs et ses concurrents. Aujourd'hui, on va résoudre ce problème, on le fait. Les gens vont adopter et puis on va le sortir de ce cercle. Donc, continuez à faire ce que vous faites. Et en fait, une chose dont je me rends compte aussi, comme Marcus a répondu, c'est que je peux imaginer les lecteurs dédiés, tel Bluefire, V10 par exemple, qui vont utiliser à la fois les books traditionnels et un accès en ligne vers les PWP sur le web. Et un exemple, par exemple, les livres d'éducation, on voit qu'il y a, la frontière est très floue. Donc, un lecteur dédié va gagner parce que ça peut avoir une interface d'utilisateur supérieure à un navigateur. C'est comme un navigateur spécialisé. Et alors, pourquoi pas? Il n'y a pas de problème avec ça. Et je voulais aussi dire que les navigateurs nous donnent beaucoup des outils dont nous avons besoin pour faire un lecteur PWP. Un exemple qui fonctionne de ça, qui gère le problème hors connexion avec quelques lignes de code de cache, etc. Les navigateurs s'intéressent aussi, et semble-t-il aller dans ce sens-là. Des manifestes, TD, CSS, etc. Ou je pense qu'il y a de l'espoir, même avec les navigateurs, qui vont donner un support dédié pour PWP. Et oui, tout à fait, à cause de cet engagement, de cette utilisation, je veux parler de Dave Kramer d'Hachette parce que vous êtes mis dans W3C. C'est vous qui avez créé cette influence. Et comme Daniel Glassman a dit dans le commentaire question il y a quelques minutes, pour le faire, on doit avoir beaucoup plus de communication, beaucoup plus de participation. Et les navigateurs doivent savoir que l'édition existe et souhaite être sur le web. Et il ne veut pas uniquement faire les PDF qui ne marchent pas sur les petits écrans, mais qui va rejoindre, être dans ce monde et qui veut faire partie de ce processus. Et ça commence. Mais nous avons besoin de Hachette et Pearson. Nous avons une participation plus large, une implication plus large. Donc ça, c'est juste une petite vente, pas pour moi, particulièrement à titre personnel, mais nous avons besoin de rassembler ces communautés. Cet événement en fait partie de ce mouvement et la Digital Publishing Industry Group, ça en fait partie aussi. Et donc, nous réfléchissons comment aller encore plus loin avec. Et je voudrais ajouter quelque chose. Les navigateurs sont les applications qui sont les plus visibles, les plus utilisées au monde. Des milliards de navigateurs sont utilisés chaque jour. Donc, comparé à d'autres logiciels, ils sont incroyablement observés, suivis, entretenus. Le reste est insignifiant comparé à ça, malheureusement peut-être. Pour les navigateurs considèrent que le front web, c'est la seule chose qui compte. Donc, le fait que l'app Facebook a un WebView, et pas mal de gens aujourd'hui, beaucoup de gens passent via l'app Facebook plutôt que le navigateur. Moi, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas insignifiant.
Vous m'avez mal compris. Facebook, c'est le front web. Oui, mais son utilisation du web est en deuxième ligne. Oui, mais dans ce cas-là, iBook aussi. Ça prend les données privées et le rend à travers un navigateur. Mais on doit réfléchir à une chose, c'est quand on crée le framework pour gérer un contenu spécial sur le web, libérer, etc., tout ce qu'on met, c'est un couteau double tranchant parce qu'on veut dire au navigateur que vous avez une technologie et que vous voulez qu'il faut marcher ça de manière native, mais vous avez un framework qui marche bien et ils n'ont aucun intérêt à le faire. La seule façon, donc, est de continuer à pousser. On a un framework et ça ne marche pas très bien. Et il y a l'attente dans le marché et il faut y aller. C'est la seule façon d'y arriver, je crois. De pousser, de pousser, de pousser. Non, ce n'est pas unique à l'édition, je pense. jQuery, c'est un librairie que certains parmi vous connaissent peut-être. Ils ont fait beaucoup de choses HTML5 avant que les navigateurs font HTML5 et maintenant c'est utilisé de moins en moins avec du jQuery parce qu'ils ont des meilleurs scores en performance. En fait, ils étaient obligés de le faire par la honte et aussi ils étaient poussés à le faire aussi. Et Iridium, c'est juste un énorme polyfile comme ça. Et on a besoin de le réduire de plus en plus avec le stack des navigateurs natifs marche de mieux en mieux. jQuery était censé remplir les trous, en fait. Et c'était un mauvais marketing pour eux parce que jQuery montrait, exposer l'ensemble des bugs. Si vous faites pareil, là vous avez du poids. Oui, bien dit. OK, donc merci.